chaque fois que X, Y, Z a sa parole, il faut bien que ces personnes soient rassurées que le ministère public a tous les mécanismes nécessaires pour les mettre hors d'état de nuire. Ainsi dit, le ministère public requiert qu'il vous plaise d'examiner votre dossier dans toute la sérénité qui sied. Nous voulons rappeler au ministère public que la police de l'audience, c'est nous qui l'assurons. Et en vertu des dispositions de l'article 261 du Code de procédure pénale, le président de la Cour est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut procéder à tous les actes de procédure. Ce qui revient à dire qu'au cours de cette audience, s'il y a quelques esprits malins qui voudraient troubler l'ordre de l'audience, le président de la Cour est disposé à prendre des mesures qui s'imposent. Ceci étant, la Cour voudrait savoir si la défense a des observations. Oui. Or, on constate que le général Dabira est soumis à la torture du fait des gendarmes. Sa fille. Maître, je vous retire la parole. Sa fille, Monsieur le Président. Je vous retire la parole, maître. Ce n'est pas à vous que je vais rappeler ces principes de droit. Nous n'avons même pas encore appelé l'accusé à la barre et vous commencez déjà à soulever des exceptions. Soyons professionnels, maître. Oui, maître Irénée Malunga. Monsieur le Premier Président, c'est une observation. Et je m'adresse à la Cour. Nous n'avons pas encore parlé. Il commence à parler d'un procès politique. Nous, on n'est pas d'accord. Je vous retire la parole, maître. Merci, Monsieur le Président. Je vous retire la parole. Moi, je pense que du côté de la défense où vous êtes, que vous soyez de la partie civile ou de la défense, quand Monsieur le procureur général a parlé, le premier président de la Cour a donné une réponse. Cette observation valait pour tout. Et je pense que, à l'issue de cette observation, plus personne n'oserait demander la parole à cet effet. Maître Zingula. Merci, Monsieur le Président. En ce qui nous concerne, c'est plutôt une doléance. Le général Dabira souffrant d'une hernie discale, nous sollicitons à la Cour qu'une chaise soit prévue pour le général Dabira pour qu'au cours de son interrogatoire, qu'il puisse de temps en temps s'asseoir. Telle était notre doléance, Monsieur le Président. Merci. Y a-t-il un certificat médical qui le prouve? Demandé pour le général Moukoko qui avait fait la même doléance. Maître Zingula. Monsieur le Président. Et est-ce que vous êtes venu comparer deux instances ou bien vous voulez évaluer la Cour? Je vous en prie. Moi, je m'attendais à des observations d'ordre général pour la tenue de l'audience, mais si c'est pour discuter des intérêts particuliers, attendez le moment. Oui, Maître Oko.
Monsieur le Président, Monsieur et Madame de la Cour, oui, effectivement, pour la tenue de l'audience et pour respecter ou dans le droit fil de ce que vous venez d'exprimer, à savoir les considérations générales qui touchent aux intérêts de toutes les parties. Et peut-être aussi en lien avec le pouvoir discrétionnaire, le pouvoir de police qui est le vôtre. Et dans un souci du respect de la légalité, Monsieur le greffier en chef, que tout le monde connaît, en vertu de la note administrative, qu'il relève de ses fonctions de greffier en chef. Et que quelqu'un d'autre, un autre greffier en chef, a été nommé à sa place. Mais c'est un souci de légalité qui peut paraître gênant dans l'intérêt de la composition de la Cour au sens large. Est-ce que votre Cour ne penserait pas qu'au fond, dans ce souci-là, passation de service ou pas, mais la note prévaut, elle est au-dessus, elle s'applique, elle n'a pas été remise en cause. Vous ne pensez pas, Monsieur le Président, que dans cet ordre d'idées-là, il vaut mieux qu'on s'attache à la légalité parce que nous ne savons pas comment les uns et les autres pourraient y utiliser. Moyen de cassation ou pas, légalité, c'est le souci. Au fond, ce qui nous lie tous ici, c'est cette légalité. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le ministère public a-t-il une observation? Effectivement, Monsieur le Président, ce que Maître Oko vient de dire est de taille. Ce que le greffier audiencier a été relevé de ses fonctions et qu'il avait été remplacé par un autre greffier en chef. Et Monsieur le Président, nous sommes encore à la première phase et il serait de bonne loi, Monsieur le Président, que vous puissiez vous déterminer sur ce point. La légalité des actes administratifs a-t-il été notifié? N'a-t-il pas été notifié? Les passations de services ont-elles déjà eu lieu? N'ont-elles pas encore eu lieu? Mais une chose est certaine, il y a une note ministérielle qui fait de ce que l'actuel greffier en chef de la Cour d'appel de Brazzaville soit quelqu'un d'autre. Et cette note n'a jamais été attaquée ou n'est encore en cours d'être attaquée, à notre entendement. Donc, vous allez user de votre pouvoir discrétionnaire et examiner cette affaire à l'étape actuelle. Monsieur le greffier en chef, semble-t-il, serait relevé de ses fonctions de greffier en chef et non retiré de la cour d'appel. Et à ce que je sache, le premier président de la cour d'appel que je suis n'a pas encore reçu une notification de cette affectation. Et en plus, les passations de service n'ont jamais eu lieu. Et la Cour estime, par ma voix, que jusqu'à ce qu'il ait procédé aux passations de service, jusqu'à ce que nous soyons notifiés,
Monsieur le greffier en chef peut encore exercer son ministère. Je vous remercie. Sur ce, nous appelons à la barre l'accusé Dabira Norbert. Vous êtes bien monsieur Dabira Norbert? Oui. Votre nationalité? Congolaise. Date et lieu de naissance? 24 juin 1949, à Mboma. Votre filiation? Marié. Le nom du père et de la mère? Mon père, c'est Dabira David, Feu Dabira David, et Feu Somboko Jeanne. Et votre situation matrimoniale? Marié, père de 9 enfants. Votre profession? Officier général en 2e section. Deuxième? 2e section. Vous êtes admis à la retraite déjà? Chez nous, il n'y a pas de retraite. La retraite intervient bien après. Il y a la première section, c'est-à-dire que vous êtes actif. La 2e section, vous n'êtes plus actif, mais vous dépendez toujours du ministère de la Défense. Et puis, pour des raisons X, vous pouvez passer à la retraite. Donc, quand vous dites pour le général Mokoko qu'il est à la retraite, c'est bon. On fait parce que c'est technique. Bon, mais moi, je suis à la 2e section. Merci. Avez-vous été déjà condamné? Pas encore. Poursuivi en justice? Oui, 2 fois. 2 fois déjà? Oui, l'affaire du Beach. Oui. Pour le compte de l'État congolais. Et, et celle-ci. Ça, c'est la 2e fois? C'est la 2e fois, oui. Ah, d'accord. Bien. Monsieur le greffier en chef. Oui, attends. Il faut qu'on notifie d'abord la question. Avez-vous des témoins, monsieur? Excusez-moi. Oui. Pour la même affaire, Oui. c'est à Brazzaville. Mais la même affaire aussi en France. Celle-ci? Oui, non, l'affaire du Beach. Non, nous parlons de cette affaire. Non, vous avez dit, avez-vous déjà été poursuivi? J'ai dit, j'ai été poursuivi en France et j'ai été poursuivi au Congo. C'est ce que je veux dire. Ah, d'accord. Mais pour la présente affaire? Non. Vous n'avez pas de témoins? Comment? Vous avez des témoins pour la présente affaire? J'aurais pu avoir des témoins parce que j'ai, par exemple, j'espère qu'elle est là. La veuve Chikaya, la veuve Félix Chikaya, la veuve Chissé Chikaya, j'espère qu'elle est là. C'est votre témoin? Oui. Bon, Capitale d'ailleurs. C'est l'unique témoin? L'unique. Vous avez des avocats? J'ai 5 avocats. 5? J'ai 4 avocats. 4 avocats. Et qui sont-ils? Je peux te présenter. Oui, j'ai reçu votre correspondance, oui. Maître André Brigitte Zingula, du barreau de Brazzaville. Oui, j'ai également reçu votre constitution. Bâtonnier Félix Foucault du barreau de Brazzaville. Pardon? Bâtonnier Foucault. Ah, d'accord. Oui, j'ai reçu votre constitution. Monsieur le Président, vous n'avez pas reçu certainement ma constitution parce que je l'ai déposée depuis la DGST et auprès du procureur de la République. Il y a au dossier une correspondance que vous aviez écrite. Merci. L'État congolais a-t-il des avocats? Le bâtonnier Oko, mon confrère Armand Okoko et moi-même. D'accord.
L'accusation a-t-elle des témoins? Monsieur le procureur général. L'accusation en a un, répondant au nom et au nom de Nyanga Ngate Mwala, qui devrait être normalement dans la salle, ayant été... Ah, très bien. Le témoin de l'accusation est présent dans la salle. Bien. Nous prions à tous les témoins de se retirer. La veuve Tisser, est-ce qu'elle est là? Apparemment, elle n'est pas présente dans la salle. Le ministère public... Ah. Donc, je peux prendre la parole que si on m'autorise. Vous autorisez? Si c'est pour donner une information, oui. Oui, c'est-à-dire le ministère public qui a le dossier aurait pu tout faire pour faire venir ce témoin capital. L'aviez-vous cité en cette qualité de témoin? Cité à profusion. Vous aviez reçu une notification de la date d'audience. Comment? Est-ce que vous avez été notifié la date de l'audience d'aujourd'hui? À mon témoin? Non, à vous. Moi, oui. Depuis quand? Bon, avant-hier. Pardon? Depuis 2 jours. 48 heures. Depuis 48 heures? Oui, 48 heures. Bien. 72 ou plus. À cet instant, est-ce que vous aviez fait connaître le nom de votre témoin? Pour moi... Vous aviez dit que vous aviez un témoin et puis, bon, il s'agissait de telle personne. Vous l'avez fait? Pour moi, ça allait de soi. Donc pour vous, c'est une évidence, quoi. Écoutez, si vous avez le dossier, vous comprendrez que c'est le témoin capital. Bon, la Cour appréciera. Bien. Monsieur le greffier. Ah, est-ce qu'il est là? Monsieur Gatier Nyangambwala. Monsieur l'huissier, veuillez conduire Monsieur Ngatier Nyangambwala dans la salle de témoins. Monsieur le greffier, veuillez à haute et intelligible voix donner lecture de l'acte de saisine. Réquisition aux fins de saisine de la Cour criminelle. Le procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville. À haute et intelligible voix. À Monsieur le Président et aux membres de la Cour criminelle de Brazzaville. Vu la procédure suivie contre Dabira Norbert, de nationalité congolaise, né le 24 juin 1949 à Mboma, fils de feu Dabira David et de feu Somboko Jeanne, militaire, officier général à la 2e section, soumis aux obligations militaires, marié, père de 9 enfants, décoré grand officier le 7 décembre 1992, déjà poursuivi en justice mais jamais condamné, domicilié au numéro 109 de la rue Makoko à Poto-Poto Brazzaville. 102 rue Makoko à Poto-Poto Brazzaville, inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État,
fait prévu et puni par les articles 89 alinéa 2 et 87 du Code pénal. Détenu suivant mandat de dépôt du 6 février 2018. Partie civile, l'État congolais, pris en la personne de M. le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, domicilié en ses bureaux 6 au boulevard Denis Sassou Nguesso, centre-ville, Brazzaville. Fait et procédure. Courant mois de novembre 2017, les services de renseignement interceptaient une conversation téléphonique entre les officiers généraux Nyanga Ngatié Mbouala et Norbert Dabira, portant sur le recrutement de 2 tireurs d'élite ayant pour mission d'abattre le chef de l'État en tirant sur son aéronef, soit au décollage, soit en plein vol, soit à l'atterrissage. Enquis de l'information, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation organisait en date du 5 décembre 2017 à son cabinet de travail une rencontre à laquelle les 2 officiers généraux susnommés, le directeur de la surveillance du territoire de Brazzaville et celui du département du Kouilou, prenaient part. Sommairement entendu et confronté, il se révélait qu'une conspiration tendant à l'élimination physique du président de la République était en cours et qu'ils en étaient les meneurs. De suite, une enquête était diligentée contre eux à la Direction générale de la surveillance du territoire, où ils furent entendus sur procès-verbaux réguliers. Déférés au parquet de la République inculpé par M. le procureur d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, le nommé Norbert Dabira reconnaissait sans embâche les faits mis à sa charge. Sa responsabilité pénale ne faisant ainsi plus l'ombre d'aucun doute, il y a lieu de le renvoyer devant la Cour criminelle de Brazzaville pour y être jugé conformément à la loi. Personnalité n'ayant, réquisition de renvoi. Attendu qu'il ait établi contre Dabira Norbert d'avoir à Brazzaville, circonscription judiciaire de la Cour criminelle de Séan, courant mois de novembre 2017, en tout cas, depuis temps tel que les faits ne sont point couverts par la prescription de l'action publique, concerter, arrêter ou agréer un complot dont le but était de détruire ou de changer le gouvernement établi ou l'ordre de la successibilité au trône et exciter les citoyens et habitants à s'armer contre l'autorité de l'État. Fait prévu et puni par les articles 89 alinéa 2 et 87 du Code pénal. En conséquence, vu l'article 55 alinéa 2 du Code de procédure pénale, renvoie Dabira Norbert devant la Cour criminelle de Brazzaville pour y être jugé conformément à la loi. Fait au parquet général, à Brazzaville le 26 mars 2018. Bien. Accusé Norbert Dabira, il vous est reproché d'avoir attenté à la sécurité intérieure de l'État. Est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? Avant de répondre à cette question, je voudrais que mes avocats prennent la parole pour certaines questions utiles. Répondez d'abord à la question avant que vos avocats ne prennent la parole. Non. Vous ne reconnaissez pas les faits? Je ne reconnais pas les faits. Oui, Maître Esso. S'il vous plaît, je peux avoir une chaise parce que j'ai des problèmes avec... Ici, audiencier. Trouvez une chaise pour l'accusé Dabira. Oui, Maître Esso. Oui, Monsieur le Président, quand mon client parlait de questions techniques pour les avocats, ça concerne son immunité. Nous entendons, Monsieur le Président, vous présenter un moyen de défense qui n'est pas un préalable, mais il s'agit d'un moyen de défense qui fait obstacle aux poursuites, il s'agit de l'immunité. Si vous permettez, on va l'exposer.
Vous avez la parole, Maître Esso. Merci, Monsieur le Président. Cette affaire, quand elle a quitté la DGST, le procureur de la République ne l'a pas entendu. Parce que nous lui avons écrit en date du 8 février 2018. Je serai lent cette procédure, Monsieur le Président, lors de cet exposé. Pardon? Je serai très lent, Monsieur le Président. Ça vaut la peine pour des questions, pour l'intérêt de la République. Alors, donc j'ai écrit, après ma constitution, j'ai écrit au procureur de la République en date du 8 février 2018. Tout en sachant que votre client est malade. Oui, il va s'asseoir. Et je profite aussi de l'occasion, Monsieur le Président. Donc, aussi que vous serez long. Et aussi, longtemps qu'il sera debout. Ça, c'est de la torture, Monsieur le Président. C'est de la torture. Pour des raisons de santé, il ne peut pas rester debout. Vous avez fait la faveur. Maître. Oui, Monsieur le Président. Vous êtes devant la Cour. J'exige de vous une certaine tenue dans vos propos. Je veux bien, Monsieur le Président, mais c'est l'intérêt d'un client. C'est la Cour? Vous dites, Monsieur le Président? C'est la Cour qui est en train de torturer? Quand vous dites, Monsieur le Président... Que prévoit la loi lors des débats? Mais pour des raisons de santé, Monsieur le Président? Vous demandez la clémence de la Cour, et pendant que la Cour est en train de le faire, vous estimez que la Cour est en train de torturer votre client? Vous aviez dit, Monsieur le Président, que tant que... C'était pour attirer votre attention. D'accord. Que plus vous parlez longtemps, votre client sera debout. Et ça ne vous donne pas le droit de proférer n'importe quoi à l'endroit de la Cour. Un peu de tenue. Je n'ai pas dit n'importe quoi, Monsieur le Président. Merci. Vous avez la parole. Monsieur le Président, tout à l'heure, quand j'ai voulu faire l'observation, c'était concernant... Veuillez vous asseoir, concernant la tenue de l'audience. Pour une bonne sérénité des débats, Monsieur le Président, mon client doit avoir de l'eau à ses côtés, sa fille... Je profite, Monsieur le Président. Permettez, Monsieur le Président, sa fille a voulu rentrer avec de l'eau, mais les gendarmes le lui ont interdit. Si vous pouvez, avec le pouvoir discrétionnaire que vous avez, l'autoriser à avoir une bouteille d'eau à ses côtés, comme on l'a fait pour d'autres accusés. Ceci dit, Monsieur le Président, je disais qu'en date du 8 février 2018, j'ai écrit au procureur de la République pour lui notifier la qualité de dignitaire de la République conférant l'immunité juridictionnelle au général Mokoko et au général plutôt Dabira. Dans cette lettre, je disais ceci. Monsieur le procureur de la République, je viens par la présente, suite à ma constitution en qualité d'avocat de Monsieur Norbert Dabira et votre avis au Conseil pour participer à la deuxième comparution le vendredi 9 février 2018 à 10h à votre cabinet 6 au palais de justice de Brazzaville, vous informer que mon client est un dignitaire de la République et bénéficie par conséquent de l'immunité de juridiction conformément au décret numéro 2001-179 du 10 avril 2001 portant création et organisation du Conseil des ordres nationaux. C'est un règlement de la République que tout citoyen et toute autorité digne de servir la République doit respecter. À défaut, ce serait de l'arbitraire, une insulte à la République et à notre démocratie. En effet, Monsieur le procureur, l'inculpation par le parquet de la République de Monsieur Norbert Dabira s'est faite au mépris du décret présidentiel 2001-79 du 10 avril 2001 portant création et organisation du Conseil des ordres nationaux. D'ailleurs, M. Norbert Dabira avait signifié cela à la DGST. La mention de son grade de grand officier a été portée au dossier de la procédure. L'article 11 du décret précipité dispose « Les dignitaires de la République bénéficient de l'immunité juridictionnelle. Tout citoyen élevé à la dignité dans les ordres de mérite congolais, du dévouement congolais ou de l'ordre national de la paix ne peut être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation préalable du Conseil des ordres nationaux. » Cet article fait une distinction très nette entre les dignitaires de la République et tout citoyen élevé à une dignité des ordres du mérite congolais, du dévouement congolais ou de l'ordre national de la paix. L'article 4 du décret du 10 avril 2001 précité définit le dignitaire de la République ainsi qu'il suit. Est dignitaire de la République tout citoyen élevé à titre exceptionnel par décret du président de la République
grand maître des ordres nationaux à la dignité de grand croix ou de grand officier dans les ordres du mérite congolais, du dévouement congolais et de l'ordre national de la paix. Seuls ceux qui sont élevés à titre exceptionnel par le grand maître des ordres nationaux à la dignité de grand croix et à la dignité de grand officier sont dignitaires de la République. Ainsi donc, le dignitaire de la République se distingue de tout citoyen nommé à titre exceptionnel par décret du président de la République dans l'ordre du mérite congolais au grade de commandeur, d'officier, de chevalier, etc. Il y a lieu de relever que M. Norbert Dabira est un dignitaire de la République. C'est qu'en effet, par décret numéro 846 du 6 décembre 1990 portant élévation, nomination à titre exceptionnel et nomination à titre normal dans l'ordre du mérite congolais pour leur fidélité et leur courage au service de la patrie qu'il a été élevé à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite congolais à la dignité de Grand Croix. L'article 1er du décret précité dispose « sont élevés à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite congolais à la dignité de Grand Croix, général de brigade Norbert Dabira. » Pas être poursuivi devant une quelconque juridiction. La justice est du domaine du possible. Ce qui n'est pas possible est du domaine de la fiction. Une personne qui ne peut pas être poursuivie ne peut pas être poursuivie. On ne peut pas forcer. Si l'on force, alors ça devient une parodie de justice. De l'autre côté, je sais qu'on va invoquer un arrêt de la Cour suprême. Mais discutons cet arrêt. Ayons le courage de discuter cet arrêt. C'est un débat de droit. Déjà avec M. De Villers, on s'est retrouvé à un rendez-vous professionnel en présence d'un membre du gouvernement. Il avait déjà évoqué cet arrêt. Lisons cet arrêt. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes des juristes. Voilà l'argumentation de la Cour suprême. La Cour suprême dit « Mais attendu qu'en retenant pour statuer dans le sens critiqué, qu'en présence des dispositions combinées des articles 15 et 125, 5e alinéa, 5e tiré de la Constitution, qui réaffirme l'égalité de tous les citoyens devant la loi et place dans le domaine de la loi les règles relatives à la procédure de traduction de tous les citoyens devant les cours et tribunaux répressifs, les immunités et autres privilèges de juridiction ne peuvent être édictés que par la loi et qu'ainsi, le décret numéro 2001-179 du 10 avril 2001 portant création et organisation des conseils des ordres nationaux qui instituent des immunités et autres privilèges de juridiction au profit de toute personne élevée au grade notamment de grand officier dans l'ordre du mérite congolais est entaché d'illégalité qui le rend, quant à son article 11, inapplicable sans effet. La chambre d'accusation a légalement justifié sa décision d'où il suit que le moyen n'est pas fondé. Après cette lecture, nous devons nous poser la question de savoir quelle est la compétence de la Cour suprême. Est-ce que la Cour suprême a pour compétence de statuer sur l'applicabilité ou l'application d'une disposition d'un acte réglementaire? Je dis non. Je me permets, Monsieur le Président, de vous lire, il faut que je retrouve, de vous lire, Monsieur le Président, les dispositions de la loi portant réorganisant la justice qui détermine, Monsieur le Président, les pouvoirs de la Cour suprême. Alors, il s'agit de la loi numéro 17-99 du 15 avril 1999, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 025-92 du 20 août 1992 et la loi numéro 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême. L'article 4 nouveau dit ceci. La Cour suprême se prononce sur les pouvoirs en cassation pour incompétence, violation de la loi, de la coutume et des principes du droit
dirigée contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort et en toute matière par toutes les juridictions et par les organismes administratifs à caractère juridictionnel, ainsi que contre les décisions ou les recommandations exécutoires des conseils d'arbitrage ou des commissions de recommandation et contre les sentences arbitrales qui sanctionnent le règlement des conflits soumis à des clauses compromissoires. Voilà les compétences, la compétence, les pouvoirs de la Cour suprême. Est-ce que dans ce pays, parlant de la République, il ne s'agit pas ici des intérêts de Mokoko, l'intérêt de Dabira, ils seront jugés, peut-être condamnés, mais la République continuera à survivre. Il s'agit ici des intérêts de la République, des textes de la République. Un acte administratif pris par le président de la République, la Cour suprême. Est-ce qu'il faut appeler ça comme abus de compétence et aller en dehors de ses compétences et à statuer sur un acte administratif, disons que l'article 11 ne peut pas être appliqué parce que inconstitutionnel, disons que les privilèges et les immunités sont du domaine de la loi. Monsieur le Président, je ne dirais pas que c'est du mensonge juridique, non. Je ne me permettrai pas de le dire, je dirais que c'est une contre-vérité juridique. Dans la mesure où ce décret a été pris sous l'empire de l'acte fondamental. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé l'acte fondamental. L'acte fondamental du 24 octobre 1997. Quand je vous avais dit que je serais lent, effectivement je serais lent, je vous lis à l'article 54 de l'acte fondamental qui détermine les matières qui sont du domaine de la loi. Vous allez entendre nulle part mentionner les immunités ou les privilèges. Voilà ce que l'article 54 dit. Sont du domaine de la loi la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens, en leur personne ou en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions, la détermination des crimes, des délits et des contraventions de 5e classe ainsi que des peines qui leur sont applicables, l'organisation de la justice et la procédure suivie devant la juridiction. Et pour l'exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature. Continue, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts de toute nature, les emprunts et les engagements de l'État, le régime d'émission de la monnaie, le statut général de la fonction publique, le travail et le régime de sécurité sociale, la nationalisation et la dénationalisation, le plan de développement économique et social, l'environnement, le régime de propriété, la création des établissements publics. La loi détermine également les principes fondamentaux de l'organisation de la défense nationale, de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'État et des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, de la mutualité et de l'épargne, du régime des transports et des télécommunications, de l'enseignement et de la santé, de la science et de la technologie, de la culture, des arts et des sports. L'article 55 dit « La loi détermine l'organisation de la force publique qui comprend l'armée nationale, la police nationale, la gendarmerie nationale. Elle définit les statuts particuliers des personnels militaires, police et gendarmerie. » Ce qui est important, c'est que l'article 58 dit « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine réglementaire. » Les matières autres qui sont du domaine, je reprends, les matières autres que... S'il vous plaît, M. Accusé Dabira, vous pouvez vous asseoir convenablement. Merci, comme ça, voilà. Allez-y. L'article 58, je reprends, dit « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine réglementaire. » Dans les matières autres, on peut insérer les immunités et les privilèges. De quel droit la Cour suprême peut se dire que le président de la République, en ce moment-là, à la date pendant l'année 2001,
au moment où il prenait cet acte, a pris un acte illégal. C'est manquer de la courtoisie républicaine à l'égard du chef de l'État et des services de la présidence. J'ai, Monsieur le Président, fait des recherches pour savoir exactement quel est le service qui s'occupe de la préparation des textes réglementaires. Alors, j'ai découvert le décret numéro 92-325 du 1er juillet 1992 portant attribution et organisation du secrétariat général du gouvernement. À l'article 1er, on dit les attributions. Le secrétaire général du gouvernement est l'organe technique, le secrétariat général du gouvernement est l'organe technique qui assiste le Conseil des ministres dans l'exercice de ses attributions. Plus loin, dans ses attributions, il est chargé notamment de être le conseil juridique du gouvernement et de chacun de ses membres. Il y a une autre attribution. Il vérifie, enregistre, publie, notifie et diffuse les actes administratifs et les conserve les originaux. Ce qui veut dire qu'il y a tout un service de l'État qui prend des mesures juridiques. Ils ont même un service, une direction juridique. J'ai vu. À l'article 15 dit, la direction juridique est chargée et animée par un directeur. Elle est chargée notamment de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires soumis au Conseil des ministres. Donc il y a tout un service qui vérifie si l'acte préparé, l'acte soumis à la signature du président de la République est conforme. Cet acte administratif qui n'a pas été annulé continue à produire ses effets. Ce n'est pas par une décision de la Cour suprême que les effets d'une disposition de cet acte peut être suspendu parce que ça n'a pas été annulé. Donc une Cour suprême s'octroie des pouvoirs et on va assister à l'ébranlement de la République. Non, c'est un débat, on doit débattre. La Cour suprême n'est pas compétente, il faut que l'opinion l'entende et le constate, n'est pas compétente pour dire que telle disposition d'un acte administratif ne peut pas être appliquée. Qu'un acte pris par le président de la République est illégal, on ne va pas quand même diminuer ou encore salir l'institution présidentielle pour régler le problème de Moukoko ou de Dabira. C'est une république, la République va continuer, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, j'ai un décret, j'ai été élevé au grade de chevalier dans l'ordre de la paix à titre exceptionnel par le président de la République pour avoir été l'avocat du révérend pasteur Toumi et contribuer à la recherche et à la conservation de la paix. Mais dans mon arrêté, Monsieur le Président, je dois l'avoir ici, je vous le produis, dans mon décret, j'ai découvert que Madame Lissouba, Madame Yombi et la veuve Ngwabi ont été élevées à la dignité de Grand Croix à titre exceptionnel. Ces bonnes dames sont aussi des dignitaires de la République. Alors demain, Madame Lissouba va venir devant la barre et sera poursuivie. Et la Cour suprême va dire quoi? Ah non, 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 pour éviter de réveiller les vieux démons, que l'UPADS se réveille. Non, ça, au temps de Moukoko et d'Abira, on s'était trompé. Donc on applique. Ce ne sera pas la République. Et quand le président de la République prend un acte, Monsieur le Président, il fait des choix politiques. Le président de la République incarne l'intelligence, la conscience et l'aspiration du peuple. Et quand il prend des actes, c'est un choix politique et on assume tous. La Cour suprême n'a pas compétence de contrôler les actes du président de la République. C'est un acte administratif. Si on veut, on peut plus l'annuler, Monsieur le Président. Les 2 mois sont passés. Tout ce qu'on peut faire, à la limite, c'est que le président peut prendre un autre acte pour modifier ou supprimer certaines dispositions de cet acte. Mais on ne peut pas l'annuler. Les effets continuent à produire leur effet.
cet acte peut continuer à produire ses effets juridiques. On doit l'appliquer. Demain, on va dire à Mme Lissouba et à Mme Yombi, Mme la veuve Mouabi, cet acte pris par le président de la République qui vous a élevé au grade de dignitaire, au statut de dignitaire de la République, était une blague politique? Non. Il ne faut pas que le tribunal ou les juges versent dans ces pervers. Monsieur le Président, le juge doit s'assumer. Vous n'êtes pas lié, Monsieur le Président, à la décision de la Cour suprême. Le mal, l'ennemi du juge, c'est le politique et le juge lui-même. Le politique parce que le juge pense qu'il doit vivre ou doit fonctionner sous la base de la pression politique. Le mal du magistrat lui-même, c'est parce que le magistrat ne veut pas prendre son indépendance intellectuelle. Vous êtes des techniciens. Vous rendez votre décision et vous pouvez l'expliquer du point de vue juridique. Vous n'êtes pas soumis à la décision de la Cour suprême. La Cour suprême a pris une décision, la Cour suprême peut se tromper, mais pas vous. Vous avez de la matière parce qu'au niveau de la Cour suprême, nous n'avons pas eu l'occasion de plaider ce dossier. On vous produit, Monsieur le Président, des éléments nécessaires pour vous permettre de constater qu'il y a eu immunité et de tirer les conséquences de droit qui s'imposent. Les conséquences de droit, c'est de dire qu'il n'y a pas lieu à poursuivre le général Norbert Dabira. Voilà, Monsieur le Président, les observations que j'entendais faire dans cette affaire. La Cour vous remercie et vous donne acte de votre plaidoirie. Mais la Cour voudrait vous rappeler ceci. Vous plaidez un dossier et vous n'êtes pas ici à un procès de magistrat. Et quand, dans une plaidoirie, vous faites allusion à ce que le magistrat qui perd son indépendance intellectuelle, c'est quand même grave. Et en tout cas, celui que je suis et ceux que je représente n'ont rien perdu de leur indépendance intellectuelle. Alors, ce terme, il faut le retirer. Le retirer, monsieur. Merci. Il n'y a pas un autre qui entend prendre la parole du côté de la partie de Manderès, de l'exception, bien sûr. Maître Irénée. Monsieur le Président, j'ai peur de vos menaces. Vous êtes en train de dire que l'avocat n'a pas le droit de parler au magistrat. C'est impossible de le dire, parce que l'avocat doit parler de tout le monde. Mais quand on s'adresse au magistrat, on dit tout. C'est pour cette raison que je vais vous surprendre ce matin. Nous ne savons pas comment nous nous retrouvons subitement dans cette salle. Nous, les avocats de la défense, jusqu'à hier minuit, moi je surveillais ma montre. On n'a pas eu le dossier. Il n'a jamais été mis à notre disposition. C'est grave. Mais si je dis il n'a pas été mis à notre disposition, je parle de qui? Du magistrat. Mais je n'ai pas dit qu'ils ont failli. Mais je répète, j'insiste, je persiste à dire que le dossier n'a pas été mis à notre disposition. Vous plaidez l'exception. C'est pour cette raison que je vous demande, au même temps que vous prononcerez sur la demande réaliste de mon excellent confrère qui m'a précédé, vous nous accorderez 10 minutes pour qu'on puisse voir le dossier qui vous a été soumis par le parquet. Et à nous, par contre, nous devons avoir les mêmes chances. Je tenais à dire ceci. C'est peut-être une erreur de menuiserie que le parquet se retrouve au même niveau que vous. Nous sommes deux parties au procès. Le parquet et nous avons les mêmes chances. Ils ont eu le dossier, nous on n'a pas eu le dossier. Monsieur le Président, je ne veux pas vous énerver. Je crois qu'on s'est compris. Nous avons droit à regarder le dossier. Merci.
nous constatons que vous avez fait une observation alors que nous étions sur une exception. Mais enfin, on vous le concède. Mais le dossier de la procédure, il était au greffe. Il vous suffisait de vous adresser au greffe pour l'avoir. Merci. Plus d'autres personnes pour prendre la parole de votre côté? Monsieur le procureur général. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, gâchis de temps, gâchis, perte de souffle pour la défense, qui, dans son intervention, pense qu'il faille s'accrocher derrière une question de droit définitivement tranchée. J'ai fait observer dernièrement que les juridictions nationales sont situées à des degrés divers. Il y a les juridictions de premier degré, de deuxième degré et finalement la Cour suprême, qui est la plus haute juridiction de ce pays. Autant on vous fait observer que la Cour suprême n'avait pas la compétence de traiter de cette question d'immunité, autant nous retournons à la défense l'idée que vous, Cour criminelle, n'avez pas le droit de censurer les décisions issues de la plus haute juridiction du pays. Le collègue va me compléter dans nos interventions. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Monsieur la Cour, Maître Jean-Philippe Esso ainsi que Maître René Malonga ont soulevé devant votre Cour une exception. Ils excitent notamment de ce que leur client, Monsieur le Général Norbert Dabira, est dignitaire de la République et qu'il est investi d'une immunité et que par conséquent, il n'est pas justiciable devant votre Cour tant que cette immunité n'ait encore été levée. Monsieur le Président, quand nous avons suivi attentivement Maître Jean-Philippe Esso, il a fait allusion au dossier déjà connu et il a abondamment lu un attendu de la Cour suprême. Et Monsieur le Président, Monsieur la Cour, c'est un dossier en point de ressemblance. Le point de ressemblance, c'est que dans le premier dossier comme dans le deuxième, ils ont été par voie réglementaire faits dignitaires de la République et qu'en vertu de l'article 11 du décret 2011-179 du 10 avril 2001 portant création et organisation des conseils des ordres, il devait donc être bénéficiaire justement des dispositions de l'article 11. Mais Monsieur le Président, c'est deux dossiers en points différents. C'est lequel? Dans le premier dossier, votre Cour était saisie par arrêt de renvoi de la Cour de la chambre d'accusation de votre Cour. Par contre, dans le dossier présent, votre Cour est saisie par les réquisitions du parquet général, de saisine directe de votre Cour. Voilà le point de différence. C'est ainsi que nous allons mettre de côté, pas par mépris, l'arrêt de la Cour suprême, mais nous allons mettre à votre disposition un certain nombre d'éléments. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs la Cour, l'article 37 du Code de procédure pénale, nous n'avons pas envie de donner lecture, mais nous dit ou définir ce qu'on entend par crime flagrant, défini, comme étant un crime qui se commet actuellement
comme étant un crime qui vient de se commettre dans un laps de temps, comme étant un crime qui s'est commis, mais il y a encore la clameur, comme enfin étant un crime qui a été commis dans un domicile et que les habitants aient fait recours soit au procureur de la République, soit aux officiers de police judiciaire. Ça, c'est la définition du crime flagrant. Mais il y a aussi la procédure. Et la procédure est imprimée par l'article 55 de ce même code. En fait, quand M. le procureur de la République a reçu les dossiers de la procédure et les déférés, il se substitue au juge d'instruction et accomplit les actes d'instruction. Notamment, il inculpe la personne déférée et place la personne sous mandat de dépôt. C'est ce qu'il a fait. Et certains doctrinaires vont même plus loin pour dire qu'il accomplit tous les actes d'instruction. Monsieur le Président, quand le procureur de la République a choisi la voie du crime flagrant, c'est qu'il n'a pas voulu surcharger inutilement le cabinet d'instruction. Et il estime que les faits sont constants. A donc saisi le parquet général, qui en dernier ressort vous a saisi par réquisition dont lecture venait d'être donnée par le greffier audiencier. Monsieur le Président, que requiert la procédure du crime flagrant? La procédure du crime flagrant, c'est la rapidité, la célérité. Et quand elle est d'application, ils le savent, ceux qui ont soulevé cette exception. Il est permis de marcher sur certains principes. Et pour mémoire, Monsieur le Président, vous savez que les députés et les sénateurs, ils sont investis de l'immunité aussi, en sorte qu'ils ne peuvent être poursuivis que si on a levé cette immunité. Et Monsieur le Président, l'article 15 de la Constitution dit que tous les citoyens congolais sont égaux en droit. Permettez, Monsieur le Président, que nous puissions donner lecture de deux dispositions de la Constitution en vigueur. Nous commençons par l'article 130 qui dispose « Aucun député ne peut être poursuivi ni recherché, ni détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. » Deuxième alinéa. « Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. » C'est-à-dire, on le dépouille de cette qualité de député et en ce moment que les poursuites judiciaires peuvent être engagées contre lui. Mais, il y a une virgule, on dit, sauf cas de crime ou de délit flagrant, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Le dernier alinéa, et nous passons à l'article 135, qui s'applique cette fois-ci aux sénateurs qui ont une immunité également. Aucun membre du Sénat ne peut être poursuivi ni recherché, ni détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Deuxième alinéa. Aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation du Sénat. Le dépouillement, justement, de ce scaphandre. Sauf cas de crime ou de délit flagrant de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. En résumé, même quand la personne est investie d'une immunité, et ici c'est la procédure de crime flagrant qui a été choisie, en ce moment, il n'y a pas à se référer à une instance pour la levée de cette immunité-là. Autrement dit, Monsieur le Président, quand nous l'avons dit, nous disons que vous allez simplement rejeter cette exception et continuer la poursuite des débats. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président, ça vaut la peine. J'ai manqué tout à l'heure de faire une réplique à l'observation faite par Maître Irénée Malunga, consistant à dire que nous sommes une partie au procès, donc égale, on est des parties égales au procès. Ah non, vous le faites croire à l'auditoire, mais nous ne l'acceptons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes ministère public.
Vous n'avez pas cette attribution-là. Nous sommes protecteurs des intérêts de la société. Vous n'avez pas cette attribution, Maître Malonga. Nous sommes le protecteur des intérêts de la société. Des attributions qui nous appartiennent en propre. On ne peut donc pas être égal à vous. Et puis nous sommes haut placés par rapport à vous qui êtes là. Mais alors, donc on n'est pas partie égale au procès. Nous, c'est nous qui exerçons l'action publique et c'est nous qui allons requérir l'application de la peine. Vous verrez qu'à la fin de ce procès, il appartiendra au ministère public de prendre des mesures nécessaires pour que soit condamné ou acquitté telle personne ou telle autre. Vous ne le ferez jamais. On n'est pas parti au procès. C'est à nous de requérir l'application de la loi et... Maître René Malonga, que cela soit entendu et l'auditoire doit comprendre que nous sommes supérieurs à vous, on n'est pas parti égal au procès. Voilà. Supérieurs parce que nous sommes haut placés, vous voyez bien. L'incident est clos. L'incident est clos. S'il vous plaît. Asseyez-vous, Maître René Malonga. Je vous en prie. Quand nous disons que l'incident est clos, il est clos. Maître René Malonga avait fait une observation. Le ministère public a cru bon de répondre à cette observation, mais qui n'a aucun impact sur la décision à intervenir. Ce ne sont que des observations. J'ai aimé que vous répondiez à un principe de droit. Mais or là, on n'est pas dans les principes de droit. On va engager un débat sur cette question qui va nous amener où? Et nulle part. C'est grave. Vous allez poursuivre ça hors de ce prétoire. On a prévenu. On peut continuer. Merci. Tout au moins, ce que nous savons, il y a un accusateur, il y a un défendeur et il y a une partie civile et la cour est là. Je vous en prie. C'est tout. L'avocat de la partie civile sur l'exception et maître De Villers. Merci. Que le combat qui est mené par la défense pour tenter d'amener la cour criminelle à dire et juger que l'accusé Dabira Norbert devrait bénéficier d'une immunité de juridiction, eh bien ce combat est un combat d'arrière-garde, car il a déjà été tranché au terme de 3 décisions de justice. Nous avons d'abord un arrêt qui a été rendu le 16 mars 2018 par la Chambre pénale de la Cour suprême. La question qui était posée par la défense de l'accusé Mokoko à l'occasion de cette procédure était extrêmement simple. Cette question consistait à dire, est-ce que l'accusé Mokoko bénéficie de l'immunité de juridiction qui est prévue par le décret du 10 avril 2001 ? C'est une question de droit posée par la défense de l'accusé Mokoko. Il appartenait à la Cour suprême, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 15 avril 1999 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, il appartenait à la Cour suprême de répondre à cette question. Je vous rappelle que l'article 4 de la loi de 99 stipule que la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour violation de la loi. Et qu'est-ce qui était soutenu
par la défense de l'accusé Mokoko. C'était que la loi avait été violée lorsqu'on avait refusé, au niveau de la chambre d'accusation, d'accorder l'immunité de juridiction à l'accusé Mokoko. Et nous avons donc une décision qui est rendue le 16 mars 2018 par la Cour suprême, chambre pénale. Une décision parfaitement motivée. Je vous rappelle en substance cette motivation. Les immunités de poursuite ou les privilèges de juridiction ne peuvent être institués que par la loi et non par voie réglementaire. Et, au terme d'un raisonnement on ne peut plus logique, tous les citoyens étant égaux par définition devant la loi, seule la loi peut accorder des privilèges ou des immunités à un certain nombre de citoyens congolais. Si, au terme d'une motivation ne souffrant d'aucune critique, il a été dit et jugé par la Cour suprême, la plus haute juridiction de ce pays, qui rend des décisions contre lesquelles il n'y a pas de voie de recours, si elle vous a dit que les hauts dignitaires de la République ne pouvaient réclamer l'immunité de juridiction prévue par le décret de 2001, eh bien, il convient que tous dans cette salle, nous nous inclinions. Mais je vais plus loin. On est têtu du côté de la défense. Et, suite à l'arrêt de renvoi pris par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Brazzaville, toujours s'agissant de l'accusé Mokoko, on réinvoque le même moyen à l'appui du pourvoi régularisé contre cet arrêt de renvoi. Et c'est le 30 avril 2018 qu'une deuxième décision émanant de notre Cour suprême, une deuxième décision est rendue qui rejette une nouvelle fois la demande d'immunité formulée par l'accusé Mokoko. Et puis nous avons une troisième décision. C'est votre juridiction, composée de la même manière, qui, le 8 mai 2018, a rejeté l'exception d'immunité de juridiction soulevée, si mes souvenirs sont bons, par Maître Jean-Philippe Esso pour le compte de son client de l'époque, l'accusé Jean-Marie Michel Mokoko. Alors aujourd'hui, on revient nous servir la même petite soupe, si vous me permettez l'expression. Mais enfin, est-ce qu'à 7 jours d'écart, vous allez vous déjuger? Est-ce que vous allez aller à l'encontre de 2 décisions définitives rendues par la Cour suprême sur un point de droit bien précis? Alors même que suite à ces 2 décisions, par une décision émanant de votre Cour, vous avez entériné la justice